nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons qu'une petite partie de la vérité. Nous allons l'exposer avec ses failles comme ses atouts, mais c'est un argument pour chacun et chacune de rechercher profondément à découvrir la beauté de notre culture et de notre tradition. Et donc, il faut dire que depuis la charte du Mandé, c'est toujours une loi que d'apporter le réconfort à toute personne qui perd un être cher. Et justement, ce soir du 5 juillet 2022, nous parlerons de l'une des plus vieilles chartes des droits humains que beaucoup connaissent sous le nom de la charte du Mandé ou encore le Kuru Kanfuga avec ses 44 lois. Il faut dire que moi, éclaireur pro-vérité, je me suis inspiré des travaux de M. Sirima Kouyaté, conseiller à la cour d'appel de Kankan en Guinée actuelle, et j'ai enrichi ces recherches avec le peu de recherche ou d'investigation que j'ai pu mener. Et donc, comme je tiens à le dire, il n'y a pas de science absolue. Je me suis basé sur un travail, je vais ajouter ce que je sais. Mais s'il y a des gens encore qui savent plus, ne vous cachez pas, venez nous enrichir. C'est ça l'objectif de la classe. Et donc, beaucoup ont entendu parler du Kuru Kanfuga. Beaucoup même exercent le Kuru Kanfuga sans s'en rendre compte. Je vous donne quelques exemples. Quand vous prenez par exemple la loi sur le mariage en pays malinké, ceux qui le savent très bien, à l'époque, on demandait une vache. Mais beaucoup ne savent pas que cette loi-là vient depuis la date de 1236. Beaucoup de personnes exercent des fonctions comme par exemple le griotisme ou bien même beaucoup d'autres activités, alors que cela a été édifié et codifié depuis 1236. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Et une société n'est véritablement une société que lorsqu'elle a une organisation sociale bien définie. Et donc, dans la charte du Mandé, il y avait un certain nombre de critères qui ont permis de définir cette charte-là comme l'une des plus avancées de son temps, mais aussi quelque chose qui a été très utile pour l'avancée même de ces sociétés. Et donc, nous allons vous parler de l'organisation sociale. Il faut d'abord savoir que la société mandingue ou le Grand Mandé est composée de 30 grandes familles. Je dis bien 30 grandes familles. Et ces 30 grandes familles sont divisées en groupes de 4. Le premier groupe, eux, on les appelle les Mansassi ou Massassi ou les tribus princières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à eux, dans le meilleur des mondes possibles, quand on doit chercher un dirigeant, c'est parmi eux qu'on regarde. Ça ne veut pas dire que c'est forcément eux, mais c'est le droit qui leur a été donné dans cette constitution. Et ces 4 grandes familles princières sont les Keïta, les Kanté ou Kanté, les Koulibaly et les Keïta. Non, pardon, je me suis trompé. J'ai répété Keïta 2 fois ou Kanté 2 fois. Les 4 grandes familles princières sont les Keïta, les Kanté, les Koulibaly et les Konaté. Voilà les 4 grandes familles. Et en plus de ces 4 grandes familles, vous avez les 16 familles de Tontadjon. Ça veut dire les porteurs de Karkwa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces 16 grandes familles-là qu'on appelle Tontadjon ou les porteurs de Karkwa. De façon prosaïque, c'est ceux qui portent les flèches et les attributs de guerre. Mais leur vrai rôle, ces 16 familles-là, c'est on ne peut pas imposer. C'est-à-dire les 4 grandes familles princières que je viens de vous citer là. On ne peut pas nommer quelqu'un prince, roi, dans le Mandé, sans demander à ces 16 familles-là, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous acceptez? Et dans ces familles-là, vous allez trouver les Condé, les Koné, etc., etc. Mais il faut savoir aussi que dans les familles princières, on peut aussi inclure aussi les Camara. Ça aussi, il y a toujours une discussion sur là-dessus. Et il y a une raison à tout ça. Par exemple, quelqu'un qui est beaucoup intelligent, qui comprend, peut me demander, mais pourquoi on a dit les Kanté? Les Kanté, parce que l'origine même de l'empire du Mandé vient du Soussou, qu'on appelait le Kumbi Salé. Et c'était les Kanté qui ont été les rois. Et c'est d'eux
que l'Empire du Mali et l'Empire du Mandé a pu tirer avantage pour pouvoir créer l'Empire du Manding. Les Koulibaly, par exemple, eux, on leur donne le titre de la royauté parce qu'ils sont les premiers tuteurs de tout le monde. C'est-à-dire qu'après l'Empire Soussou, dans la genèse même de l'Empire du Mandé, c'est la première famille que tout le monde a trouvée sur place et donc eux, ils sont considérés comme un peu le tuteur de tout le monde. Et ainsi de suite, les choses continuent. Après donc les deux premières catégories qui ont été bien définies, on trouve un troisième groupe qu'on appelle les Morikanda, ou la classe de ceux qui ont la science islamique. Il faut dire que les Morikanda sont les maîtres et les éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Et c'est dans ces familles-là que vous trouverez par exemple les Cissé, les Diaby ou Diagabi, etc., etc. Et donc, c'est très important. Mais il faut aussi signaler que, malgré l'aspect positif et respectable qui a été donné aux Morikanda, on n'a pas interdit à ceux qui veulent pratiquer l'animisme de ne pas le faire. Tout le monde avait une liberté de religion et tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait sans gêner le droit des autres. Ce qui est très important quand on regarde une société du XIIIe siècle qui avait accepté toutes les religions et que nous, aujourd'hui, nous autres Africains du XXIe siècle, on vient dire aujourd'hui que parce que mon cousin est devenu chrétien, c'est un mécréant. Ou bien ma fille est devenue musulmane, elle a son âme qui est perdue. C'est une faiblesse d'esprit. Nos ancêtres avaient compris les choses et avaient su surpasser ces facteurs. Et on a une quatrième et dernière famille qu'on appelle les Nyamakala, ou la classe des métiers. Il faut dire que les Nyamakala se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'Empire. C'est dans cette corporation que vous trouverez par exemple les griots, les Kouyaté et autres, les Koïta et autres tout, qui ont un rôle pour simplifier la chose. Je dis bien je simplifie, c'est pas que ça. Eux, ils ont un droit de parole qui dépasse même celui du roi. Un Nyamakala peut tenir un propos que le roi lui-même ne peut pas tenir. Il peut dire les choses comme il l'entend, comme il le veut, mais dans la juste mesure des choses, afin de rappeler les règles établies, mais surtout d'imposer l'ordre sur l'ensemble même de l'Empire. C'est très important. Et donc, dans cet ensemble de lois, on a par exemple l'article 4 du Kurukanfuga qui nous dit ceci. La société mandingue ou du Mandé est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge les personnes ou les femmes nées au cours d'une période de 3 années consécutives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si éclaireur est né, que éclaireur a 3 ans. Après, le petit frère de l'éclaireur naît 3 ans après. Dans l'Empire du Mandé, on considère que vous êtes tous de la même tranche d'âge. Et donc, on continue ainsi pour parler des Kangbe, qui est la classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux. C'est ce qu'on pourrait appeler l'âge de la majorité. Eux, ils doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Voilà un peu comment l'Empire du Mandé était organisé. Et dans l'article 5, il est dit que chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentoire à la vie d'autrui est puni de la mort. Ça veut dire que ici, on ne pouvait pas se donner le plaisir de tuer les gens comme les Gors le font. Toute vie était sacrée et toute vie méritait préservation de son intégrité. Et si tu tuais quelqu'un, la première loi qui s'appliquait était que toi-même aussi, on t'ôtait la vie. Ça ressemble beaucoup plus à la loi du talion. L'article 6 nous dit, pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Konogben Wolo. C'est un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. Chers parents, regardez combien de fois vos ancêtres étaient en avance. On avait institué une brigade de surveillance pour lutter contre les paresseux et ceux qui sont oisifs. Ça veut dire quoi? L'article 6 nous dit que si tu es de l'Empire du Mandé, tu ne peux pas être à la maison pour dire non, il n'y a rien à faire.
Tu ne peux pas être là en train de vivre une vie de paresse. Tout homme doit travailler. Toute personne humaine doit travailler, doit être utile. C'est dans le travail qu'on sent l'aspect positif d'une personne. Et donc, il y avait une brigade qui était instituée et cette brigade s'appelait le Konogongwalo. Et elle avait effectivement pour tâche de surveiller les habitants de tout l'empire et de retirer tous les paresseux et les oisifs et de les amener à travailler. Mais aujourd'hui, nous, on est là qu'il n'y a pas de travail. C'est parce qu'on ne veut pas travailler. Et c'est ça qui a permis à nos ancêtres de créer l'empire de l'Égypte. C'est le travail. Et dans l'article 7, il est institué entre les Mandinka le Sinankunya, c'est-à-dire le cousinage à plaisanterie, et le Tanamogoya, qui est une forme de totémisme. Le Sinankunya, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les plaisanteries entre les différentes tribus. C'est pourquoi vous verrez par exemple, tout le monde peut se moquer des Koulibaly, parce qu'ils sont nos tuteurs, et donc tout le monde peut rire d'eux. Et ainsi de suite, vous trouverez par exemple d'autres noms de famille qui peuvent plaisanter avec les autres. C'est très important. Et il y avait aussi le Tanamogoya. Ça veut dire des familles ou des clans qui ont mis un droit de totémisme entre eux. Ça veut dire qui ont décidé de faire un pacte de ne pas s'agresser ou de ne pas être ennemis les uns des autres. Et donc, en conséquence, aucun différend, aucun conflit né entre ces groupes ne doit dégénérer, quelles que soient les circonstances. Le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et les petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Dans l'article 8 et 9, il avait été décidé que la famille Keïta sera désignée comme la famille régnante sur l'empire du Mandé. Dans le même temps, l'éducation des enfants incombait à l'ensemble de la société, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais la puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Dans les articles 10, 11 et 12, il avait été décidé que toute personne vivant dans le Mandé devrait adresser mutuellement les condoléances les uns aux autres. Et lorsque votre femme ou votre enfant faisait une fugue ou fuyait, vous n'aviez pas le droit de le poursuivre pour entrer dans la propriété du voisin. Et la succession dans l'empire du Mandé était patrilinéaire. Ça veut dire que ça se passe du côté du père. Et il avait été formellement interdit de donner le pouvoir à un fils tant qu'un seul de ses pères était encore en vie. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu'il possède des biens. Mais nous, aujourd'hui, on a oublié ça. Quand quelqu'un a l'argent, on dit c'est lui qui a pris le pouvoir dans la famille. Dans les articles 13, 14 et 15, n'offensez jamais les Nyara, c'est-à-dire les paroliers. N'offensez jamais les femmes qui sont nos mères. Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari. Dans l'article 16, il est dit ceci. En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. Et souvent même, j'ai expliqué ça ici, et tout le monde le sait déjà, tout pouvoir qui se respecte, la base c'est les femmes. Et pour beaucoup de raisons. Et j'ai parlé des 7 sorcières dans toute société africaine qui se respecte. Pas sorcières en tant que le mot péjoratif que nous voyons, mais 7 femmes qui ont une connaissance approfondie de tous les domaines. On ne va pas totalement être capable de donner les détails aujourd'hui. Et nous passons à l'article 17 qui disait ceci. Les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Et il faut dire que moi-même aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec l'article 17 parce qu'un mensonge demeure un mensonge. Mais à leur temps, peut-être que cela pouvait s'avérer une vérité et ils ont vécu avec cela. Dans l'article 18, il nous est dit de respecter le droit d'aînesse. C'était quelque chose qui ne se discutait pas. L'article 19. Tout homme a 2 beaux-parents. Les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte, on leur doit respect et considération.
L'article 20. Ne maltraitez pas les esclaves. Accordez-les un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave, mais pas du sac qu'il porte. L'article 21. Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. En des termes plus simples, ça veut dire que la fornication, ça veut dire que l'adultère était interdit. Mais surtout, ils ont pris le soin de dire, il faut beaucoup faire attention de ne pas faire la fornication, mais surtout, il faut encore doubler cette mise en garde quand il s'agit de la femme du chef, la femme du voisin, la femme du marabout, la femme du féticheur, ou la femme de votre ami, ou la femme de votre associé. L'article 22 et 23 nous parlent en nous disant ceci. La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité le signe de l'honneur. C'est pourquoi il était donc recommandé de ne rien sous-estimer, mais de ne jamais rien surestimer. Il fallait toujours être humble, mais très lucide. L'article 24. Vous ne trahissez jamais entre vous. Respectez la parole. Ne faites jamais du tort aux étrangers. L'article 25. Le chargé de mission ne risque rien au mandé. Et dans la deuxième partie du Kurukanfuka ou de la charte du mandé, on retrouve une belle classification et une belle codification des relations humaines. Et on nous parle aussi du comment le mariage devrait se faire. Ainsi donc, dans l'article 26 à 27, le taureau confié ne doit pas diriger le parc. La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu'elle est pubère, sans détermination de l'âge. Le choix de ses parents doit être suivi, quel que soit le nombre des candidats. Le jeune garçon, lui par contre, peut se marier à partir de 20 ans. L'article 28 et 29. La dot est fixée à 3 bovins. 1 pour la fille, 2 pour ses pères. Le divorce, bien qu'étant toléré, ne l'est que pour les causes suivantes. L'impuissance sexuelle du mari, la folie ou l'altération mentale de l'un des conjoints et l'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Toi, tu n'arrives pas à nourrir ta femme, tu ne peux pas la soigner, tu ne peux pas lui donner de bons habits. Ça là, dans le mandé, on dit toi, tu n'es pas un garçon. Donc la femme là, elle peut demander divorce. Parce que tu es un vaurien. Le divorce, par contre, doit être prononcé hors du village. Dans l'article 30 et 31, venons en aide à ceux qui en ont besoin. Respectons la parenté, le mariage et le voisinage. Articles 32 et 33, tuez vos ennemis, ne les humiliez pas. Dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. Dans le grand 3, on nous parle du droit à la propriété. Ainsi donc, dans l'article 34, il y a 5 façons d'acquérir la propriété selon la charte du mandé. Soit vous devenez propriétaire par achat, soit par donation, soit par échange, soit par le travail ou par la succession. Voilà les 5 manières qui pouvaient vous permettre de dire que quelque chose vous appartenait. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque. Dans l'article 35, tout objet trouvé sans propriété connue ne devient propriété commune qu'au bout de 4 ans. Ça veut dire quoi? Si on trouve quelque chose et puis on n'a pas trouvé le propriétaire là, on garde. Si dans 4 ans, personne n'est venu demander et s'estimer être propriétaire, cet objet devient un bien de toute la communauté entière. Dans l'article 36, la 4e mise bas d'une génisse confiée est la propriété du gardien. Ça veut dire si tu as un berger ou bien quelqu'un qui s'occupe de tes biens,
Si par exemple une génisse mettait bas 4 fois, 4e fois là, ça devient pour le gardien. Dans l'article 37, 38 et 39, un bovin doit être échangé contre 4 moutons. Un œuf sur 4 est la propriété du gardien de la poule. Assouvir sa faim n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou dans sa poche. Et la toute dernière partie, qui est la 5e, nous parle de la préservation de la nature. Ce qu'aujourd'hui, c'est en 2020 que le monde entier s'est rendu compte qu'il fallait préserver la nature, alors que depuis le XIIIe siècle, nos ancêtres en parlaient. C'est là, dans l'article 40 que vous voyez, il est dit « La brousse est notre bien le plus précieux. Chacun doit la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. » Article 41. Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre. Levez la tête en direction de la cime de l'arbre. Article 42. Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures et uniquement libérés après les récoltes. Parce que dans l'Empire du Mandé, eux, ils avaient bien compris la différence entre ceux qui font de l'élevage et ceux qui font de la collection d'animaux. Quelqu'un qui prend ces animaux, qui les jette dans la ville, c'est un collecteur d'animaux. Tu n'es pas un berger, parce qu'un berger, c'est celui qui vit de ce métier et qui donc entretient ses bêtes. Donc, durant les périodes de récolte, durant le moment où les gens ont planté les graines jusqu'à ce qu'on puisse les récolter, si tu es un berger, tu avais la responsabilité de garder tes animaux et de les nourrir sans les laisser se disperser. Mais après la période de récolte, tu pouvais libérer tes animaux partout où tu voulais. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure. Et dans l'article 43, le fameux griot Bala Faseke Kouyaté est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandé. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille royale des Keïta. Ça, c'est très important comme réalité à souligner. Et on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire, l'hymne national du Mali, je parle de l'hymne national même véritable du Mali, vient de Bala Faseke Kouyaté. C'est ce jour-là, en 1236, qu'il va chanter l'hymne national du Mandé. Et c'est sur ce même aspect-là qu'est copié l'hymne national actuel même du Mali. Mais beaucoup ne le savent pas, on ne peut pas rentrer dans tous les détails aussi. Et nous terminons avec la dernière loi, qui est l'article 44. Tous ceux qui enfreindront ces règles seront punis. Chacun est chargé de veiller à leur application sur l'ensemble du territoire impérial. Et donc, mesdames et messieurs, vous voilà un peu présenté le Kouroukanfouga dont nous en